Ce monstre a réveillé de vieilles querelles de clans et de pouvoirs cachés qui rappellent les horreurs et les chasses aux sorcières du Moyen-Âge. Dans cette atmosphère, un auteur américain, Douglas Preston, débarque à Florence pour y écrire son prochain roman policier. Pour se documenter sur les techniques d'enquête policière en Italie, les gens de la place lui conseillent de rencontrer Mario Spezzi, un journaliste connu du journal La Nazione de Florence. Dès leur première rencontre, Mario Spezzi lui parle d'une série de meurtres insolites attribués à un tueur introuvable. Pour Mario Spezzi, cette histoire commence le dimanche 7 juin 1981. Ce matin-là, il traîne au journal, remplaçant le chroniqueur judiciaire de La Nazione pour la journée. Par acquis de conscience, avant de quitter à midi, il s'arrête au poste de police tout près du journal. Au poste, c'est la panique. En voyant débarquer la presse, le commandant lui dit « Je sais seulement qu'ils sont 2 ». Spezzi lui répond alors « Je veux juste savoir où ». Il lui répond « Via dell'Arigo ». Par chance, Mario Spezzi connaît bien cette route de campagne et il y arrive bien avant les équipes de la police scientifique. Sous le soleil radieux, l'endroit est calme, idyllique. Le seul carabinieri sur place indique à Mario Spezzi qu'il reconnaît un petit sentier qui traverse le Livret. Au bout du sentier, près d'un cyprès, une voiture. Et au volant, un jeune homme semble dormir paisiblement sous le ciel bleu immaculé de Toscane. Arrivant plus près, Mario Spezzi découvre qu'il a été tué d'une seule balle dans la tempe. Derrière la voiture, étendue dans les fleurs sauvages, une jeune fille dort elle aussi pour l'éternité. Elle repose sur le dos, nue, à l'exception d'une chaîne en or autour du cou. Elle aussi a été tuée d'une seule balle de petit calibre. Par terre, le contenu du sac à main a été éparpillé. L'image paraîtrait presque paisible si le tueur n'avait pas charcuté le sexe de la jeune femme pour l'emporter avec lui. Tremblant, le jeune reporter quitte pour le journal à l'arrivée de l'équipe d'enquête scientifique sur la scène de crime. Tant au journal qu'au poste de police dans la vieille ville, l'enquête est lancée. Au journal La Nazione, un reporter ressort une ancienne affaire. Spezzi et les membres de la rédaction sont stupéfaits à la lecture des articles du journal de l'époque. Ils sont persuadés qu'ils ont affaire à des meurtres en série. 7 ans plus tôt, en 1974, cette fois au nord-est de Florence, un couple d'amoureux, Pasquale Gentilcore, 19 ans, et Stefania Pettini, 18 ans, sont assassinés sur un chemin de terre près de Borgo San Lorenzo. Spezzi continue d'écrire sur le développement de l'enquête policière. Il ne cache pas son scepticisme quant à l'arrestation de l'ambulancier, qu'il trouve prématuré. Les événements vont lui donner raison. Dans un article fin novembre, faute de véritables suspects, Mario Spezzi donne un surnom à ce tueur en série, le monstre de Florence. Ce nom va rester et il marquera autant les esprits en Toscane que Jack l'Éventreur dans le Londres de l'époque victorienne. Après avoir purgé ses 14 années d'incarcération, le pauvre mari a sombré dans la folie. Et depuis sa sortie de prison, il a été placé en institution où un jour il reçoit la visite du plus célèbre journaliste de Florence. Mario Spezzi se rend compte très rapidement que Mele n'est pas tout à fait sain d'esprit et qu'il n'aura pas réponse à ses questions. En plein délire, Mele semble n'avoir aucun souvenir. Au moment où Spezzi quitte, Stefano Mele le prévient. Dites-leur de trouver le Beretta, sinon ils vont continuer de tuer. Rien pour rassurer les amoureux. Mario Spezzi écrit maintenant que le monstre de Florence n'est peut-être pas une seule personne, mais un groupe de tueurs.
1er novembre 1994, Pacciani est condamné à la prison à vie. À la suite de ce succès, l'inspecteur Ruggero Perugini est nommé à Washington. Et en octobre 1995, c'est l'ambitieux commissaire Michele Giuttari qui le remplace. Mais en Italie, un appel devant 3 juges est automatique pour toute affaire criminelle. Par une logique tordue, les enquêteurs ont conclu que si Spezzi défend avec tant de ferveur dans la presse l'innocence de Pacciani, des 2 soi-disant complices Vanni et Lotti et de Narducci, c'est parce qu'il est l'un des commanditaires des meurtres, ou pire, qu'il est lui-même le monstre de Florence. À tout le moins, son complice. Entre-temps, le journaliste croit avoir identifié le monstre. Il a complété l'enquête que la police aurait dû faire. Il a trouvé qui possède le fameux pistolet Beretta. Mario a été capable d'associer l'arme à cette personne. Et c'est pourquoi il a été en mesure d'affirmer que c'était le monstre de Florence. Mario a ensuite analysé les mouvements de cette personne au cours de la période des meurtres, les a répertoriés sur une carte de la Toscane et a été en mesure de démontrer que cette personne vivait toujours très près des zones où ces meurtres avaient été perpétrés. Ces meurtres se sont produits sur une zone très vaste, parfois éloignés les uns des autres de 30 à 40 km. Et il a été en mesure de démontrer qu'entre 1974 et 1981, période où aucun crime n'avait été commis, cet individu n'était pas à Florence, il était parti dans une autre région de l'Italie. Un soir, accompagné de son ami américain, il ose sonner à la porte de celui qu'il croit être le monstre de Florence. Nous nous sommes présentés chez lui à 10 h du soir, alors que nous étions certains de le trouver à la maison. Nous avons sonné, c'était dans un immeuble à appartements, et il a commandé l'ouverture de la porte sans même demander qui nous étions. À peine rentré dans l'appartement, l'homme s'écrie « Je te reconnais, toi, Mario Spezzi. J'ai lu toutes tes chroniques sur le monstre de Florence. » Ce type en connaissait davantage que n'importe qui sur le cas du monstre. De fait, il connaissait même certains détails qui n'avaient jamais été rendus publics. Et il s'en vantait. Comme s'il voulait nous narguer par sa connaissance de l'affaire. Un face-à-face avec un diable tel que les romanciers l'imaginent. Le 9 septembre 2016, à l'âge de 71 ans, Mario Spezzi décède. Jusqu'à sa mort, il maintiendra sa conviction que la justice italienne n'a pas résolu et ne résoudra pas l'affaire du monstre de Florence. Mario Spezzi en connaissait davantage sur l'affaire du monstre de Florence que les policiers ou les enquêteurs, parce qu'il avait suivi l'histoire dès le début à titre de journaliste. Il en était devenu obsédé et en avait fait l'œuvre de sa vie. Une des grandes tragédies de cette histoire, c'est qu'il était un journaliste d'un courage incroyable, dont le seul intérêt était de découvrir la vérité sur l'identité du monstre. Or, le système de justice italien l'a non seulement arrêté et accusé à tort d'être lui-même le monstre, ce qui était une accusation parfaitement ridicule, mais même après son acquittement, alors qu'il avait fait la preuve qu'il n'avait rien à voir dans cette affaire, ils ont continué à le soupçonner, à le traquer et à le persécuter pour le restant de ses jours. Et je suis intimement convaincu que s'il est mort si tôt, c'est à cause de ce harcèlement constant de la part des autorités judiciaires italiennes. Et maintenant qu'il est mort, je crois que nous ne connaîtrons jamais la vérité. Dans 100 ans, ce sera exactement comme Jack l'Éventreur. Nous continuerons à écrire des livres, nous continuerons à faire des émissions de télé, nous continuerons à débattre de l'histoire et la vérité continuera de nous échapper. Pour Mario Spezzi, cette affaire s'est résumée à une réflexion beaucoup plus prosaïque. Cette histoire commence avec un monstre qui est l'assassin et se termine avec un autre monstre qui est la justice italienne.